Bah déjà, merci de nous recevoir. Un grand merci à Jérémy aussi de nous avoir invités à participer. Voilà, on est très content d'être ici. Pour nous, c'est un petit peu particulier. On se faisait la remarque avec Laurent qu'en 2011, on faisait l'exposé de ce qu'allait être Creators Project sur 2011-2012, exactement dans cette même salle, sur ces mêmes canapés. Donc voilà, si de temps en temps j'ai la voix qui tremble, c'est pas seulement parce qu'on est vendredi matin à 9h30. C'est nostalgie. C'est pour la nostalgie, voilà. Donc Creators Project, vous l'avez compris, c'est un partenariat entre une marque, Intel, et un média, un groupe média, Vice. Et donc on va essayer de décoder un petit peu ce programme qui est assez tentaculaire, qui a énormément de formes différentes, et donc essayer de décoder tout ça avec vous. Pour commencer, donc Laurent Vernat, je te laisse te présenter et peut-être expliquer en 2009 quels étaient les besoins d'Intel. Voilà. Et quels sont toujours les besoins d'Intel. Alors, ce qui est très important, je pense, c'est de positionner la problématique à laquelle on a été confronté. Alors, je vais revenir un peu pour ça en arrière. Il y a 10 ans, quand vous achetiez un PC, le critère numéro 1, souvent, était le processeur. C'est-à-dire que vous accordiez beaucoup d'importance à ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Presque parfois même au-delà de la marque, on voulait de l'Intel. Mais ça, c'est il y a 10 ans. Entre-temps, le marché s'est un peu plus complexifié. Il y a d'autres critères qui sont intervenus. Alors, c'est un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, ça va être la capacité du disque dur, ça va être l'autonomie du PC, et ainsi de suite. Et on s'est aperçu que finalement, année après année, le critère du choix, on reculait. Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui à quel niveau on est, mais on essaie en tous les cas de pouvoir remonter dans les critères de choix. Ça, c'était la première problématique. Donc, l'objectif, il y a maintenant quelques années, c'est vraiment de redonner de la pertinence à la fois au processeur, mais aussi de la préférence à la marque Intel. Parallèlement à ça, on était confronté à une deuxième problématique qui sont les jeunes. Alors, c'est vrai que les jeunes, nous, on les classifie dans ce qu'on appelle les don't care. À savoir que pour eux, ce qui compte, c'est l'utilisation qu'ils vont faire du PC, c'est les pages Facebook, mais ça ne va pas être ce qu'il y a à l'intérieur du PC. Donc pour nous, c'était un peu une génération perdue. Perdue jusqu'à ce qu'on prenne en fait les choses en main et qu'on se dise qu'il fallait vraiment apporter une réponse. Donc ça, c'est la problématique. Et donc notre volonté maintenant, il y a quelques années, c'est de dire comment on peut vraiment, au-delà du fait de communiquer sur la puissance, puisque c'est un message qui était complètement dépassé et qui n'avait plus aucun intérêt, c'est comment on pouvait redonner du sens à la puissance. Ça a été le fondement de la problématique. Et à partir de là, pour pouvoir faire aussi un lien avec la jeunesse, c'est communiquer au travers de codes qui pour eux sont parlants. Et on s'est accroché à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire autour de la créativité et autour de l'émotion. Voilà, ça c'était le postulat qui nous a amené à nous rencontrer. À vous rencontrer. Parce que nous, Vice, à cette époque-là, Vice, on a énormément évolué. Je vais être obligé de revenir très succinctement sur la chronologie de Vice. Vice, c'était un magazine papier, et c'est toujours un magazine papier, mais qui est né en 1994 à Montréal. À la suite de quoi, comme c'est un magazine gratuit, très rapidement, un site de contenu est né en 1998, puis ce site de contenu est devenu un site de contenu texte, photo, mais aussi vidéo. Ce que vous voyez tout en haut à droite, c'est des couvertures du magazine. En dessous, c'était pour montrer que voilà, pour nous, Internet est une grande fête, mais surtout qu'à côté, on est vraiment producteur de contenu et de contenu vidéo. C'est vrai que c'était une grande particularité pour un groupe de presse. On fait partie des premiers groupes de presse à s'être lancé vraiment à corps perdu dans la vidéo. Et cette image en haut à gauche pour montrer aussi qu'on était producteur d'événements. Donc c'est vrai qu'en fait, la marque Vice, on avait une spécialité, c'était parler aux 18-35 ans, ultra connectés et assez férus de culture. On a aussi d'autres choses que je détaille pas ici. On a un label de musique qui s'appelle Vice Records. On distribue Headbanger, le label Headbanger dont on parlait tout à l'heure aux États-Unis. On a une section de production de films. Donc c'est vrai qu'en fait, nous, on se limite pas justement à un support, mais vraiment plutôt à une audience. À ce moment, donc en 2009, justement, on a eu la chance d'avoir le groupe OMD qui travaillait justement sur les problématiques d'Intel de ce moment-là et qui a compris l'intérêt justement de s'associer au groupe Vice et de créer ce mariage qui au départ on a surpris plus d'un entre Intel qui justement à l'époque était sur des codes de communication plus traditionnels et donc un petit peu plus vieillissants et nous qui étions justement un groupe qui étions encore vu par certains de nos articles etc. comme un peu trash et très jeune. On peut même dire des codes assez basiques. Des codes assez basiques, je vais chercher le mot, plus que vieillissant. Derrière, il y a eu une volonté éditoriale. C'est pas beau, non ? Vous ne reconnaissez pas. Non, si on regarde, en fait, sur la droite, c'est Spike Jonze. Spike Jonze, le réalisateur, on ne peut plus féru de technologie, lui aussi, comme en atteste son dernier film, Her.
Et Spike Jonze est en train de courir main dans la main sur une plage yéménite avec l'un des fondateurs de Vice. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce reportage sur le Yémen. Pourquoi cette image? Parce qu'en fait, il y avait une vraie volonté éditoriale derrière. Il faut savoir que c'est deux garçons qui se connaissent depuis donc très très longtemps. Spike Jonze était donc à l'époque le directeur artistique de la web TV de Vice. Ils discutaient tous les deux. C'était un soir c'était un peu tardif après pas mal de verres à Brooklyn, où Spike Jonze demande à Shane, mais finalement, toi là aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire en plus? Qu'est-ce que tu voudrais créer dans le monde des médias? Et Shane de se rappeler dans les années 20 les salons parisiens où il y avait des poètes qui parlaient avec des artistes peintres, qui parlaient avec des sculpteurs, et finalement il y avait quelque chose de toutes les catégories d'artistes étaient complètement transcendées, et il y a eu vraiment un mouvement qui s'est créé dans ces salons. Et il se disait, aujourd'hui on a la chance avec le web de finalement pouvoir créer ce salon sur Internet et d'avoir la possibilité de créer une plateforme où des créateurs de tous les domaines différents, c'est-à-dire que ce soit des réalisateurs, des artistes architectes, designers, etc., puissent encore se rencontrer sur une même plateforme. Et donc, sachant qu'il y avait cette volonté éditoriale et qu'en face, il y avait vraiment un besoin de la part d'Intel de recréer du contact avec le public potentiel de cette plateforme, et bien tout ça, toute cette réunion donc de volonté éditoriale et de besoin marketing a justement donné naissance en 2009 à Créateurs du Futur, qui était donc la première mouture de Creators Project, et Cocorico, c'est bien né en France. Pour Créateurs du Futur, la forme que ça a pris au tout début, en fait, on a pris des artistes qui, selon nous, étaient justement l'illustration parfaite du croisement entre création et nouvelles technologies. C'est finalement tous ces artistes qui ont besoin des avancées technologiques pour pouvoir justement repousser leurs limites créatives et pouvoir vraiment repousser la manière dont ils font leur art. Donc, parmi les artistes en vidéo, on avait Romain Gavras. En musique, on avait DJ Mehdi. Yuxek, 1024 Architecture pour une partie donc, qui est spécialisée plutôt en mapping. Et à l'époque, on avait même tenté, chose qu'on a un peu moins insisté là-dessus dans les années suivantes, sur des créateurs d'entreprises aussi, puisqu'on avait travaillé avec Abdel Bounan et avec Jérémy Rosan. Ça a pris la forme d'une plateforme dont vous voyez justement, elle commence à faire un petit peu vieillotte, mais moi là, il y a 5 ans, c'était la classe. Créateurs du Futur, une plateforme sur laquelle on avait des vidéos qui montraient justement les liens entre les nouvelles technologies et le processus créatif de chacun des artistes, et 2 événements d'activation. Un événement au Palais de Tokyo, qui était un événement où on pouvait retrouver aussi bien des conférences que des projections, que des concerts, etc., et de la vodka en gelée aussi, et un événement donc à la plateforme à Lyon qui était juste à la suite de ça, et les résultats ont été très probants. Alors, les résultats, en effet, c'est-à-dire que sur toute la partie visite sur le site, on a eu plus de 300 000 visites, ce qui était bien au-delà des objectifs. Au niveau des événements, on a eu plus de 3400 participants. Là encore, on n'a pas pu répondre à la demande. De mémoire, on a eu plus de 13 000 demandes de participation. Donc c'est toujours bien d'être victime de son succès. Et puis j'ai entendu parler de ROI, sur la question du ROI. Le ROI était essentiellement pour nous par rapport à la marque, vous l'avez bien compris, et notamment par rapport aux 18-24 ans. Et il est vrai que sur le panel qu'on a mesuré, notamment lié à la préférence à la marque, on a eu, et notamment sur les questions ouvertes, des réponses inattendues. Et nos jeunes trouvaient la marque Intel sexy, ce qui n'est pas rien pour une marque ingrédient, pour une marque invisible, pour une marque qui souffre de tous les préjugés qu'on peut avoir liés aux nouvelles technologies. On parlait de Renault tout à l'heure. Alors c'est de la haute technologie, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de caricatures, c'est froid, c'est inhumain. Donc quand on arrive à être associé à des termes comme sexy, c'est important. Également des termes tels que c'est une marque qui nous ressemble. Alors j'ai envie de dire, c'était un peu l'objectif, de pouvoir créer un programme qui va générer cette proximité par rapport à l'audience. Donc je dirais résultat très très positif. Et le bilan de ça, c'est que finalement le projet a été étendu au niveau international, alors aux États-Unis, en Corée, en Chine, en Allemagne, au UK, au Brésil, exactement. Et il a pris surtout une appellation un petit peu différente pour cette dimension internationale. On l'a appelé The Creator Project.
Donc là, on est donc là la première étape dont on vous a parlé, on est vraiment entre septembre et décembre 2009. On est vraiment sur presque un programme test. Le programme test marche et à ce moment-là, on lui donne vraiment sa portée internationale avec le nom Creators Project dans tous les pays que Laurent vient de citer. Aujourd'hui, quelle forme a le projet, puisque donc entre 2010 et 2014, le projet a continué. Essayez d'être simple et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à la suite de ça. Il y a 4 piliers. Il y a notre site internet, donc Creators Project. Donc on est vraiment ici, on n'est pas, contrairement au cadre Renault tout à l'heure, sur une collaboration avec un média déjà existant. On est vraiment sur la création d'un média. Donc avec une collaboration entre un média et une marque. Le site a toujours laissé la part belle à la vidéo. Et la vidéo, forcément, ça s'est traduit dans les dernières années sur quelque chose qui n'existait pas au moment du lancement du programme, qui est la chaîne YouTube Creators Project. On va y revenir. Un programme d'événements qu'on va détailler un petit peu plus tard. Et enfin, le studio, qui est vraiment le moment où tout le savoir et la R&D d'Intel rentrent en contact avec les artistes pour les aider à repousser leurs limites créatives. Sur le site, donc le site aujourd'hui c'est 4 à 8 articles journaliers. On s'apprête à annoncer qu'on va réaugmenter le nombre de langues dans lequel est traduit le contenu pour cette année 2014. On y trouve vraiment différents types de contenus. On est assez peu sur de la news gadget ou sortie de produits, etc. On est vraiment sur le croisement entre art et nouvelles technologies et toutes les histoires humaines qu'il peut y avoir autour de ça. Donc ça peut prendre des formes d'interviews, ça peut prendre des formes de dossiers un petit peu plus profonds, ou sinon ça peut être vraiment pour mettre un texte qui illustrera le lancement d'une vidéo. La chaîne YouTube, pourquoi est-ce que j'ai mis cette capture d'écran? Parce que c'est vrai que la chaîne YouTube est devenue le centre de nos préoccupations aujourd'hui dans la vie de Creators Project et même du non Creators Project. Et c'est vrai que l'an dernier, on a été assez opportuniste en réussissant à faire une série de documentaires sur tous les collaborateurs sur toutes les personnes qui ont contribué au dernier album des Daft Punk. C'est vrai que je dis que c'est un peu opportuniste parce qu'avoir la chance de pouvoir poster une vidéo qui fait plus de 2 millions de vidéos vues en 2 jours, je pense à celle de Pharrell Williams par exemple, c'est vrai que c'est des cas qui sont vraiment très particuliers et qui permettent à Creators Project à ce moment-là d'avoir une exposition très très forte pendant un temps très court. Les événements, là-dessus je vais parler sur une vidéo que je vais essayer de lancer. Pas du tout. Faudrait cliquer. Non. Donc c'est une vidéo qui reprend un petit peu l'ensemble des événements qu'on a pu faire vraiment en France, parce qu'on a essayé quand même de recentrer aussi le discours sur ce qu'on a pu faire en France. En 2011, on avait différents types d'événements. On a eu un premier type d'événement qui était déjà accompagné des festivals qui, selon nous, portaient exactement les valeurs de Creators Project, c'est-à-dire se servir des nouvelles technologies pour repousser encore plus loin l'expérience artistique. Donc là-dessus, ce que vous voyez, c'est par exemple une structure lumineuse qui a été justement développée grâce au studio dont on va parler plus tard, et qui permettait en fait à des VJ de pouvoir jouer sur la lumière directement au-dessus de la tête des différents participants du festival. Ça, c'est une œuvre qui a été elle aussi développée grâce au studio et qui est une œuvre par des artistes qui s'appellent UVA, donc United Visual Artists, qui font peut-être le meilleur collectif du genre au monde. Ensuite, on a pris possession de différents lieux, comme le musée d'art contemporain de Lyon. La Gaîté Lyrique, juin 2011, donc on en parlait, c'était je crois que c'était la première exposition qui prenait tous les espaces de la Gaîté Lyrique, qui était ouverte depuis seulement un mois. On avait pu réunir plus d'une vingtaine d'artistes numériques et en plus de ça, faire une série de concerts avec Yuxek qui avait fait son nouveau live, Square Pusher et Acid Wash, etc. Donc pareil, une grande fierté, je pense que même d'un point de vue professionnel, je crois que c'est vraiment la plus belle expo sur laquelle j'ai été amené à travailler. Nostalgie. Donc ça, c'était une œuvre avec des images de David Bowie, justement, qui se servait de l'une des salles en sous-sol de la Gaîté Lyrique. Et c'est vrai que même la Gaîté Lyrique, même le choix du lieu, c'était assez intéressant parce que c'était un choix qui venait autant d'Intel que de Vice. On avait été approché par différents côtés. Là, on avait fait la clôture de Monumenta. Donc Monumenta, c'est vrai que c'était une collaboration avec Wheel of Art. Pourquoi cette collaboration? Parce qu'en fait, on a un Richie Houghton qui, lui, vient de la musique électronique, qui est un énorme fan d'Anish Kapoor et qui lui-même avait un rêve qui était de
pouvoir justement créer une collaboration entre Anish Kapoor et lui. Et donc il y a eu ce DJ set assez incroyable où il semblait un petit peu discuter avec l'œuvre en face de lui, face à un parterre de 7000 personnes. Ça, autant vous dire qu'en contenu vidéo, lorsqu'il y a une vidéo comme ça qui sort, que ce soit en Chine ou au Brésil, c'est assez facile de trouver des gens qui vont venir la regarder juste par intérêt éditorial. Parce que vraiment, on était là sur finalement le genre de scénographie qu'en événementiel, on ne peut pas se payer. Enfin, personne ne pourra se payer justement une œuvre aussi massive d'Anish Kapoor. Et donc c'est là encore une fois la possibilité de Creators Project avec une certaine flexibilité d'aller chercher des opportunités. Autant vous dire que ça, l'événement, il avait lieu le 21 juin. On a décidé de le faire au 30 mai. Donc ça vous montre un peu la flexibilité du programme. Le Name Festival, donc ça c'est un festival à Lille où on a repris notre structure lyonnaise qu'on est venu poser au plafond et on a participé sur Mars Attack avec le collectif H5 qui est assez connu pour avoir fait Logorama, donc qui avait créé une sorte de couloir liberté, égalité, fraternité qui se terminait par EZ. Voilà. Libre interprétation. La Boombox avec 1024 Architecture, donc ça on était 2 ans après le début du programme. Il faut savoir que 1024 Architecture faisait partie des tout premiers artistes qu'on avait identifiés en 2009, et donc ça montre aussi ça, la volonté du programme d'accompagner, et ça on va y revenir juste après. C'est vrai qu'il y a vraiment une notion de durée qui est très très importante dans le succès de Creators Project, c'est-à-dire qu'on accompagne les artistes. Ces artistes-là qui voulaient organiser cette soirée, c'était normal pour nous de travailler avec eux alors qu'on les suivait déjà depuis 2009 et qu'on créait du contenu vidéo sur eux depuis 2009. Donc ça c'était l'année 2011 qui était quand même une année assez chargée en événements. Faut comprendre quelque chose, c'est que Creators Project n'est pas un programme événementiel. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Creators Project par le côté événementiel. L'événement est finalement quelque chose qui sert vraiment le propos d'une plateforme et d'un média à part entière. Là on est sur la clôture de Monumenta en juin 2012, donc là cette fois-ci c'était le bal blanc. Le principe c'était de magnifier l'œuvre de Buren grâce encore une fois à 1024 Architecture qui avait comme mission de faire l'intégralité de la lumière du show uniquement avec de la lumière blanche en rebondissant sur les œuvres colorées. C'est à la suite de cette vidéo qu'on a eu le premier lion, en tout cas pour la structure Vice, à Cannes pour justement le meilleur contenu vidéo tiré d'événements expérientiels. Et enfin, en 2012, ensuite, on a refait une autre exposition qui était une exposition au 104 cette fois-ci. Et comme vous allez le voir, c'était vraiment un événement qui, encore une fois, était protéiforme puisqu'on avait des conférences avec des artistes vidéastes. Donc voilà, là on est Philippe Dard, donc c'est pas un vidéaste, mais là justement on a le collectif Megaforce. Pareil, Megaforce en 2012, ils étaient au 104 alors qu'ils étaient sur ces mêmes fauteuils l'année précédente pour parler justement de leur approche du clip à la française, puisque vraiment dans le clip on a aussi une réelle French touch. Et enfin cette œuvre-là qui était une œuvre massive qu'on avait posée au 104 justement, qui encore une fois est une œuvre du studio qui était faite par Chris Milk et dont le principe en fait était de capturer votre ombre et de la déstructurer ou de la transformer en oiseau. Donc on est sur une œuvre qui est particulièrement participative, qui a eu énormément de succès avec les enfants, avec les danseurs hip-hop du 104 comme vous le voyez là. Et ça c'est typiquement une œuvre du studio. Donc le studio, Laurent, je vais te laisser expliquer en quoi ça consiste. Alors, le studio, il ne faut pas le voir dans le sens d'un lieu physique, mais c'était plus un outil de production en fait. Pour revenir un peu en arrière, quand on est le créateur du futur, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus nous voir en nous expliquant qu'ils ont des idées, ça ne manque pas quand on est artiste, mais qu'il manquait de moyens pour les réaliser. Alors, moyens déjà en termes de connaissances, parce que quand vous devez implémenter, comme on l'a vu par exemple sur les oiseaux, ça demande des outils technologiques assez poussés, donc des moyens financiers et des moyens technologiques. Donc l'idée du studio, c'était en fait de faire rencontrer ces artistes avec des gens compétents chez Intel, des ingénieurs et autres, les écouter, prendre leurs briefs et derrière pouvoir les supporter, tant financièrement qu'en termes de matériel pour certains, mais aussi en termes de logiciels pour pouvoir du coup exercer et mettre en application ce qu'ils avaient en tête. Et ça a été vraiment ce qui a fondé The Creator Project. D'un point de vue communication, ce qu'on dit là est vraiment, vraiment crucial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est grâce à ça que finalement, il y a une réelle authenticité aussi dans la création de ce média et dans le fait que Intel puisse revendiquer aussi la création de ce média et la création de ce programme.
Donc l'authenticité, elle va nous servir à deux choses. D'un côté, déjà réussir à toucher la cible 18-25 le met vraiment comme l'un de ses premiers critères d'adhésion à une campagne ou non. Et la deuxième chose extrêmement importante aussi, c'est pour les histoires RP. Il n'y a pas une meilleure histoire RP que de dire regardez dans les faits. Il y a cet artiste qui est venu, là c'est Chris Mill qui est arrivé, il dit j'ai dans ma tête je voudrais un truc, je voudrais faire un triptyque avec des oiseaux qui viennent manger ton ombre. Ok Chris, calme-toi, assieds-toi, on va t'aider. Et derrière de pouvoir raconter justement cette histoire à la presse et d'avoir la presse qui peut vraiment expliquer très naturellement ce que c'est que l'œuvre et comment elle est née et comment Intel justement a vraiment eu une part magnifique dans la création de cette œuvre. J'ai un autre exemple à vous citer par rapport justement à la couverture presse, c'était le partenariat avec Franck Surbier, le grand couturier, puisqu'on a fait son défilé du juillet 2012, où il y avait quelque chose d'inédit, c'est qu'on a fait une projection de mapping 3D sur une robe blanche. Et il s'avère que pour le coup, on avait une couverture presse pour ce défilé-là que n'a pas eu tous les autres grands créateurs à ce moment-là. Et ce qui est aussi intéressant finalement à rajouter en termes de marque, c'est moi ce que je rappellerais un peu crédit dichotomie ou de l'incompréhension. Parce que quand vous associez Intel avec des artistes ou des grands couturiers, vous pouvez être sûr que la première question posée par les journalistes, c'est mais pourquoi ? Et à partir du moment où vous posez la question pourquoi, vous avez un boulevard derrière pour expliquer, légitimer et expliquer en fait les tenants aboutissants de ces partenariats. Donc voilà l'importance du studio pour l'authenticité. Quelques chiffres quand même. C'est des chiffres qui sont assez monstrueux, mais qui sont assez difficilement comparables à beaucoup d'autres programmes, pour la simple et bonne raison qu'il y a assez peu de programmes qui ont une telle longévité et qui ont une telle forme. Donc aujourd'hui, chaque mois, on compte 30 millions de personnes qui sont touchées en médias sociaux. On parle de 375 millions de vidéos vues, sachant que c'est des chiffres que j'ai eus il y a maintenant un mois et demi, ils sont déjà passés, ça continue vraiment d'augmenter. En cumulé, si on prend tous les événements, là vous avez vu que les événements France, vous imaginez avec les 5 autres pays, donc on parle de 720 000 participants à des événements labellisés Creators Project, et on a aujourd'hui 418, mais pareil, je suis sûr que les 2000 sont arrivés dans les derniers mois, 420 000 personnes qui sont inscrites à la chaîne YouTube Creators Project. Il faut savoir que la chaîne YouTube Creators Project, dans les chaînes Original Programming de YouTube, est celle qui a fait le meilleur mois de démarrage. En presse, très important, donc 6000 titres de presse ont parlé du projet à travers le monde, et surtout quelque chose de très important, il y en a 1000 qui ont parlé d'Intel pour la première fois. D'où encore une fois l'utilité d'aller chercher finalement un domaine dans lequel Intel s'était moins exprimé auparavant, qui était le domaine de l'art, et l'utilité encore une fois d'avoir de vraies histoires RP, et donc pour avoir de vraies histoires RP finalement d'avoir des faits et de l'authenticité. Et enfin des awards aussi, puisque donc, comme je vous le disais, on a eu le premier lion de Vice grâce à Creators Project. On a été aussi Brand of the Year au MIPCube. Voilà, donc pour la petite histoire, on était premier devant l'association David Guetta Renault. Donc voilà, c'était la revanche de Richie Houghton sur David Guetta. Et enfin, quelques Webby Awards et du Wench Entertainment. Donc pour ceux qui connaissent les prix internationaux, les Webby Awards, on considère ça un petit peu comme les Oscars du web. Et 3 learnings très rapidement. D'abord, pourquoi le succès de cette opération, donc vraiment sur le long terme. D'un côté déjà, c'est le succès grâce à cette association des vraies valeurs de marque, une vraie histoire de marque et en face une vraie approche éditoriale, et les deux qui correspondent parfaitement. La deuxième chose, je ne sais plus du tout ce que voulait dire ce slide, mais la deuxième chose... La diversité. Pardon ? La diversité. Ah ouais, la diversité. Non, c'était pas la diversité. Il y en avait un, c'était sur la longueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il a cette forme-là et ce succès-là, c'est aussi qu'on s'est laissé le temps, et que justement Intel a eu l'intelligence de prendre le temps. Moi, souvent, lorsqu'on me dit mais à quoi est-ce que vous pourriez le comparer, c'est vrai que Red Bull Music Academy, par exemple, je sais pas s'il y a du monde de Red Bull ici, c'est typiquement le genre de projet où je me souviens moi l'avoir découvert et me dit mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Et après 1 an, 2 ans, voir le truc grossir devient extrêmement crédible, et aujourd'hui c'est vraiment devenu une institution dans le monde de la musique. Creators Project aujourd'hui continue de toucher des prix aussi, pas seulement en communication, mais en tant qu'association au service de l'art. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est aussi se donner le temps. Et enfin, c'était agir comme un média, c'est-à-dire que le succès de Creators Project, c'est que finalement c'est pas une plateforme de marque. C'est un média à part entière. On a aujourd'hui des gens qui viennent sur Creators Project de la même manière qu'ils vont sur Fubiz ou qui vont aller lire un article sur Le Parisien. Et donc c'est ça qui est vraiment, vraiment important pour nous. Merci à tous les deux.
Ça apporte de l'eau à mon moulin introductif. Il y a vraiment une sorte de co-énonciation ou de coproduction où, au fond, Vice et Intel produisent un nouveau média qui est le projet. Et je crois que cette insistance sur la durée est aussi un élément clé qui fait rupture avec les formes de communication traditionnelles. Et puis on voit bien comment évidemment, le média apporte son expertise comme agent culturel sur des audiences, et en même temps, comme Intel sort d'une simple posture de mécène, au fond, pour aller bien plus loin, en mettant, au fond, son expertise à travers la technologie, le numérique, au service de la création. Alors, est-ce que ça vous inspire des questions, des remarques, ce cas, cette aventure ? John de Who's Next. Une question concernant sur un projet qui est aussi long. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? C'est-à-dire entre l'idée de base, qui était vraiment à la naissance en 2009, je crois, et puis ensuite, c'est venu, il y a plein de projets qui s'agrègent. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris en termes de réaction, en termes de nouveaux projets, qui vous a fait influer un peu différemment par rapport à votre idée originale ? Côté Vice, côté Intel, les deux ? Les deux. Je peux répondre déjà côté Intel. Sachant que, vous l'avez bien compris, la problématique de base, c'était vraiment une problématique de marque par rapport à une audience jeune. Ça ne m'a pas surpris, ça m'a convaincu que finalement, la pertinence de la réponse, il n'y a rien de vaut mieux que la pertinence d'une réponse par rapport à une problématique. Et finalement, ce n'est pas une question de montant d'investissement, ce n'est pas une question de GRP, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez parfaitement compris la problématique de votre audience, ce qu'ils attendent et où est le gap, et que vous travaillez sur la meilleure des solutions, c'est là où vous avez l'impact le plus important. Et j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que fort de l'enseignement qu'on a eu après le créateur du futur, de dire, en effet, ça fonctionne. Et pourtant, le créateur du futur, on est sur des niveaux d'investissement maîtrisés, raisonnables. Nous aussi, on n'aime pas parler de coûts, mais on était vraiment sur des investissements maîtrisés et raisonnables. Mais quand on voit l'impact que ça a eu sur la marque, ça nous a vraiment encouragé à aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment quittons parfois, je pense qu'il y a des gens d'agence qui ne vont pas être contents, mais quittons parfois ce qui nous rassure, les GRP, les couvertures, les fréquences, ainsi de suite. Laissons parler peut-être plus cette notion de compréhension de la problématique et derrière de mise en place de la solution adéquate. Et d'un point de vue Vice, ça peut paraître très arrogant ce que je vais dire, mais en fait on n'était pas surpris, mais on avait beaucoup d'espoir, et finalement la surprise ça n'a pas été de voir que finalement ces espoirs étaient fondés. Mais par exemple ça a été sur l'accueil de la communauté artistique. Au début, quand on arrive et qu'on est au début du programme et que justement on arrive et qu'on dit on fait un programme avec Intel à propos de l'art, c'est vrai que c'était pas forcément évident de se dire que l'accueil allait être bon. Et finalement, c'est vrai que créateur du futur, on est allé vers une garde française assez proche de Vice. On a beaucoup joué justement sur des rapports qu'on avait déjà, nous, médias, avec la communauté artistique. Grâce à ça, on a réussi à convaincre les premiers. Et en fait, après, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a amorcé la machine, à partir du moment où on a des artistes qui ont pu dire non, mais c'était vachement bien, ils m'ont posé des très bonnes questions, ils sont vraiment intéressés à mon travail avec un nouvel œil, etc. Et que vous avez des noms comme Laurent Garnier qui dit ça dès la première saison. À ce moment-là, tout se déroule, et ça, c'est vrai que ça a été une bonne surprise, parce que c'était exactement ce qu'on espérait. C'est-à-dire que s'il y avait eu des freins dans la communauté artistique, on n'aurait pas pu faire le programme sous cette forme, et je pense qu'on n'aurait même pas pu, économiquement aussi, pouvoir couvrir autant d'artistes et en accompagner autant aussi. On a toujours le sentiment qu'il peut y avoir des frontières au travers de différentes industries, au travers de différents écosystèmes, et en fait on s'aperçoit que non, les frontières sont dans nos têtes et qu'on peut très bien associer des marques comme Intel de très haute technologie avec des artistes. À partir du moment où on l'explique, on le justifie, les gens comprennent, et au contraire, je trouve que le lien est d'autant plus fort. Merci à tous les deux. Il y a un mot que je retiens que vous avez, je crois, tous les deux prononcé, c'est l'authenticité de la démarche. Donc, pour arriver à rentrer dans cet univers culturel, créatif, qui a ses propres codes. Et je trouve que là, vous en avez donné un
bon exemple. Et je le redis, je crois que la durée est un enjeu clé aussi pour installer ce... C'est aussi parce qu'on était vraiment sur une opération de branding sur une marque au global. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché Intel en parallèle d'avoir des opérations de communication qui étaient, elles, plus... Enfin, voilà, par rapport à des sorties produits, etc. génératrices de vente. Mais là, pour le coup, on était vraiment sur un travail en profondeur de la marque, donc forcément sur une notion durée moyen long termiste. Merci Benjamin, merci Laure. Merci à vous. Merci.